Bonsoir et bienvenue au Jam. Florence, s'il te plaît. Après la conférence particulièrement réussie de Maurice Gourdon-Montagne, qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir Xavier Demareuil, qui va nous parler ce soir de l'histoire des Goumiers et de notre père, Guy Demareuil, le héros de la famille. On entend ce que je dis? Oui. Un mot sur Xavier, notre frère. Si Xavier se passionnait d'histoire et sans conteste, plus intellectuel, plus curieux, mieux dégrossi, plus amusant que moi, reconnaissez, mesdames, et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, que je suis plus beau. Voilà, c'est dit. Concernant notre père, papa était un vrai aventurier. Je voudrais juste vous raconter une anecdote pour vous montrer l'aventurier. En 1981, nous étions en famille dans un camp en Irak, à 150 km au sud de Bagdad, on parle de 1981, à 2 pas de Babylone. L'Irak était en guerre à ce moment-là contre l'Iran, et nous, j'étais dans une société, on construisait 7 barrages sur un canal entre le Tigre et l'Euphrate. Nous étions une trentaine d'Européens, 400 Marocains, 400 Thaïlandais. Pas d'Irakiens, ils étaient tous en train de se battre sur le front. Nous n'avions pas de téléphone et nous recevions du courrier une fois par semaine par une estafette qui venait de Bagdad. Donc c'était un peu compliqué. Alors papa, parisien à cette époque, allait de temps en temps en Israël pour parfaire son hébreu qu'il avait décidé d'apprendre sur le tard. Papa parlait arabe, berbère, il avait décidé d'apprendre l'hébreu. Alors, donc, il faut imaginer vraiment, on était loin de tout, etc. Tout d'un coup, à notre grande surprise, on a vu débarquer un jour d'un taxi collectif un petit monsieur à la jambe raide. C'était papa qui, à 71 ans, avait traversé Israël, la Jordanie et l'Irak, 1400 km, en bus et taxi collectif pour nous voir et devenir ainsi le premier et unique touriste d'Irak, en Irak. Il a passé quelques jours dans notre camp à visiter les sites religieux chiites, complètement interdit aux non-musulmans, la chéchia sur la tête pour passer pour un bon musulman. Il était avec notre PRO, Public Relations Officer, qui était probablement le plus grand alcoolique d'Irak à cette époque-là. Et il se baladait avec lui, il n'a pas eu d'accident. Et puis voilà, puis un jour il est reparti comme il était venu. Pour lui, situation normale, rien d'extraordinaire. Il faut imaginer quand même, une personne, 71 ans, débarquant dans un camp, loin de tout, etc., en taxi collectif. Bon, voilà. Ça, c'est papa. C'est vraiment le... Alors, juste un mot. Que se passe-t-il au Jam? Vous pouvez admirer les œuvres de notre amie Catalina Flores, qui est là. Can you stand up, please? Là, voilà. Catalina Flores. Donc, vous avez toutes les œuvres ici sur ces panneaux. Catalina mexicaine et vit en Catalogne. Alors, je cite Isabelle de Cassin, qui décrit superbement ses œuvres. Ces coqs qui se déchaînent au rythme d'une gestuelle exaltée dans une pimpante polychromie. Ça fallait le sortir parce que c'est effectivement ses œuvres. L'exposition se termine le 26 juin 2023. Revenez pour admirer ses œuvres. Le 30 juin, concert de la chorale d'Agnès Kirel, que j'ai vu aussi tout à l'heure. Après sa carrière de fluettiste et choriste, Agnès s'est installée en Touraine où elle dirige des chorales et donne des cours de chant. La conférence, je ne sais pas si vous avez vu le programme, la conférence de Manuel Gros sur le Caravage et la religion, qui devait avoir lieu début juillet et reportée à l'automne, il faut qu'on trouve une date. Le 13 juillet, retenez bien, 13 juillet, anniversaire de Tadeusz, donc mon beau-père, qui aurait 90 ans. Grande fête de la musique et du dessin au Jam. On aura la joie aussi de retrouver notre pianiste préféré, c'est Ian Cockroger. Le 16 juillet, Edjo, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi ici, et sa bande de Cracovie, comme chaque année, viendront jouer, chanter et danser au son de la musique du monde. Alors pour l'organisation pour ce soir, rapidement, on écoute Xavier, on boit un coup dehors ici, et après ça, pour ceux qui ont réservé, on dîne en face au vicariat. Alors Hugues de Chivray, que vous avez aperçu à l'entrée, que tout le monde connaît, a édité un livre sur papa intitulé « Rira bien, ira le dernier ». Ce livre que Hugues tient à notre disposition ici, vous pouvez aussi le commander. Il contient des écrits de papa.
Voilà, à toi Xavier, merci de tout cœur pour le... Tiens, je te donne une bise. Merci de tout cœur pour le travail que tu as accompli, vraiment, bravo. Vive les goumiers, vive la confiture et vive le jam. Merci Max. Je voulais commencer avant de vous parler des goûts et du colonel Guy de Mareuil. C'est bête, c'était le scoop de la soirée. Je voulais pas dire que c'était mon père, mais bon, et le nôtre. Bon, c'est notre père, ça c'est fait. Ok. Je voudrais saluer un certain nombre de personnes, dont des gens qui me tiennent à cœur. Madame la présidente du JAM. Madame la présidente, elle est pas là? Ah. Le mari de Madame la Présidente, c'est ce petit gars là qui a causé avant, leur famille, les fidèles amis, vous tous, qui œuvrez au développement de ce beau musée et au rayonnement des deux artistes, Karine et Doudou, qu'on a tant aimés et dont nous continuons à admirer les œuvres. Longue vie au Jam. Je voudrais saluer des gens qui sont venus juste pour moi, il faut le dire, des gens du Mexique, d'Islande, du Brésil, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'Irlande. Bon, il y a les gens de Tours aussi. Et je voulais saluer aussi une délégation spéciale de la préfecture de Blois, ma fille Ophélie. Merci Ophélie. Ma famille, mes amis. Merci d'être venus si nombreux. Alors, je pense que vous avez été sensibilisés par l'annonce qu'on a faite oralement, je crois, Max, il y a quelque temps. Je pense qu'il a dit des vacheries sur moi, donc c'est gentil qu'il ait un peu corrigé les choses. Alors, je voulais aussi remercier tous les gens qui m'ont aidé et qui m'ont conseillé pour cette causerie. Max, qui m'a dit surtout, il ne faut pas que ça fasse trop famille. Ça c'est fait. Il m'a dit... Tu as 1 heure maximum, 1 heure, 3/4 d'heure en fait. Jean, mon fils, salaud, il m'a dit, ta presse, elle fait un peu 80s. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est un truc de jeune. Je vous rassure, il a tout refait. Donc c'est un peu... c'est moderne, quoi. Je ne regrette pas les investissements lourds qu'on a fait pour sa formation. Il a fait des études, des hautes études de communication, médias, etc. C'est un peu le résultat de tout ça. C'est sympa parce qu'on a mis de l'argent là-dedans quand même. Hein, Brigitte? Et puis j'en profite pour saluer tous mes prédécesseurs à ce poste. Monsieur Maurice Gourdemontagne, il s'est présent, ancien ambassadeur, talentueux, grand diplomate. Monsieur et Madame Biraud, je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas vus, je crois. Bon, mauvais point. Monsieur Pascal Dubrizet, qui n'est pas là, je crois non plus. Le professeur Patrice de Beutre, c'est lui? C'est toi, hein? C'est toi. Monsieur Paul Lefranche, pas sûr d'avoir vu. Monsieur Jean-François Tulle. Jean-François Tulle, qui est le patron de la cité de Loches. Et sans oublier nos artistes, Cécile Beutre, ici présente, Inès Lefranc. Quelle idée. Catalina Flores, le pianiste Jan Gokroja, y gracias a mis amigos que vienen especialmente para mí de México. Gracias. Et j'avoue que je sais maintenant qu'ils ont souffert, malgré ce public attentif et bienveillant que vous êtes. Et voilà, maintenant c'est à moi. Allez, c'est parti. On va commencer par le menu. Alors, ne vous méprenez pas. Il n'y a pas de couscous ce soir, en fait. On va être obligé de faire un peu d'histoire du Maroc. Je suis désolé, Florence. Il y a 200-300 dates, mais je ne te demande pas de les apprendre par cœur. Il n'y en a que 200-300. Je vais refixer les choses sur les goums. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur les goums. On m'a dit, ouais, c'est des Africains. Ah oui, c'est des sauvages. Oui, on ne connaît pas bien. Bon, enfin bref, on va essayer de refaire un peu le point sur ces choses-là. Leur grande bataille.
Alors là, il y a une chose absolument incroyable, c'est que quand on parle autour de nous des Goums et de leurs batailles, alors les Goums, c'est pas très connu, alors les batailles, c'est encore moins connu. J'en suis surpris. C'est quand même une grande page de l'histoire de France, vous allez voir. Mais il y a des choses qui expliquent ce relatif silence par rapport à ça. Je vais vous parler de quelques figures majeures de l'épopée. Ça me paraît important de rappeler qui s'est illustré à l'époque. Et puis donc, je vais parler du colonel Guy Boulin-de-Mareil. C'est notre père, effectivement. Ces hommes ont contribué à ce que l'histoire change. Ils sont 7 survivants, des héros de la Seconde Guerre mondiale. Eux qui ont risqué leur vie pour la France et pour la libérer des nazis et des fascistes. Après qu'ils soient tombés dans l'oubli, la France, aujourd'hui, leur rend hommage. Le 70e anniversaire de la libération du premier territoire français, la Corse, ne pouvait être célébré sans ces hommes de courage qui ont risqué leur vie au front, loin de leur terre, loin de leur famille. Aujourd'hui, l'hommage est particulier, un symbole de reconnaissance fort, car c'est à bord de l'avion du président de la République française qu'ils embarquent pour un retour vers l'île de Beauté. فرحنا دابا ملي تيتكلينا الرئيس ديال فرنسا الطياره لقدام محاربين اللي حاربوا حتى تشدوا لهم بلادهم. حنا اللي حاربنا حتى شدينا لهم بلادهم وجدنا لهم الاستقلال وجرينا على الجرمه. Vous avez lu la traduction ou vous avez tout compris? Non? Il disait en toute simplicité que c'est lui qui avait sauvé la France et libéré la France. Et il a presque vrai. Il est presque vrai. Alors, rapidement, l'histoire du monde contemporain. Juste en passant, c'est quoi la différence entre le monde contemporain et le monde moderne, ou l'époque moderne et l'époque contemporaine, vous savez, non? Non? Maurice? Tu sais. Non. Alors, le monde contemporain, pour nous, il commence à la Révolution française, 1789. Le monde moderne commence il y a longtemps, après le Moyen-Âge, disons. Donc c'est une époque beaucoup plus longue. Là, je vais juste cibler une époque lointaine qui commence dans les années 1808, au début du colonialisme. En fait, il y en a eu beaucoup avant, il y en a eu beaucoup après, mais on date un peu le début du colonialisme en 1808. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Il y a en gros 3 grands pays qui ont des colonies importantes. Vous les connaissez peut-être? L'Angleterre. Juste pour fixer les idées, l'Angleterre à l'époque, la fin du 19e, début du 20e, c'est 33 millions de kilomètres carrés. La France fait 500 000 km², donc c'est un peu plus grand que la France. La France fait 11 millions de km² avec ses colonies. Et le troisième larron doit être l'Espagne. Ouais. Oui, non, pardon, l'Allemagne peut-être. Oui, l'Allemagne est un grand pays. Ils ont pas mal de choses en Afrique, un peu en Chine, effectivement. Oui. Bon voilà, donc à cette époque-là, juste avant 1905, ça grouille beaucoup, notamment en Amérique du Nord. Les gens ont des visées sur quasiment le dernier pays qui ne soit pas encore une colonie, c'est le Maroc. Et à l'époque, l'Allemagne est très très intéressée par le Maroc. Et les Espagnols sont déjà un petit peu en partie au nord du Maroc, dans le Rif, qui fait partie de leur colonie. Et en 1905, il y a un patron allemand qui décide qu'il n'y a pas de raison que les Français grenouillent au Maroc. Et il déclenche une crise à Tanger. Il envoie un bateau dans le port de Tanger et il menace d'envahir, ou en tout cas il menace la France de rétorsion. Ça aboutit sur une crispation de l'ensemble des pays qui sont intéressés, l'Espagne, la France bien sûr, l'Allemagne, l'Italie aussi. Et ça déclenche une conférence internationale qui permet de fixer les idées
d'éliminer un peu l'influence de l'Espagne, de dire aux Allemands qu'ils sont quand même relativement les bienvenus, mais que la France a quand même un mot à dire sur le sujet. Et on arrive à une situation à peu près d'équilibre entre les deux nations. Ça ne suffit pas. Il y a à nouveau un conflit qui éclate au Maroc. Les Allemands considèrent que les Français les ont agressés et déclenchent, et apparaît donc l'incident d'Agadir, qui est tout simplement que Bismarck débarque au Maroc, il traverse le Maroc, il va à Agadir, à pied, il va voir le sultan de l'époque, il n'y a pas encore de royaume au Maroc. Et il dit au sultan, mais écoutez, vous êtes en train de vous faire embobiner par les Français, venez donc avec nous, on vous protégera. Ça enclenche une réaction violente de tous les autres pays concernés, y compris la France. Ça aboutit sur des accords, des nouveaux accords, les accords de Fès. Ces accords de Fès aboutissent au protectorat français. Protectorat français, en deux mots, c'est pas une colonie, c'est-à-dire que la gouvernance du pays reste entre les mains des gens, des locaux, et on les protège parce qu'on les aide dans un certain nombre de domaines, le développement économique, un peu la police, on verra ce que ça veut dire la police, et puis on sépare surtout beaucoup les tribus marocaines qui passent leur temps à se casser la figure entre eux, et c'est quand même bien, si on veut développer le pays, que la paix règne. J'ai oublié un petit truc, je voulais vous faire passer un test, vous voulez ou pas? C'est fatigant toujours de parler. Bon, il y avait une première question, c'est qui étaient les Goum, mais bon, on a déjà un peu évoqué le sujet. La date de leur création? Moi, c'est avant-hier. 1908. Et alors, une question vraiment facile, vous avez tous les noms sur le bout de la langue. Est-ce que vous pouvez me citer le nom de 4 maréchaux de France élevés à cette dignité grâce à leur victoire pendant la Seconde Guerre mondiale? 4. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas Lyotet. Lyotet, il est maréchal depuis bien avant. Hein. Alors, Delattre, j'ai entendu Juin. Montsabert n'a pas été maréchal. Il a été... Oui, maréchal, oui. Non. Leclerc, c'est bien. Il en reste un. Je suis étonné par le maréchal Juin. Il est relativement peu connu. Et il a été un peu oublié, le pauvre. Non. Koenig. Koenig, alors lui, il est assez inconnu, mais il a quand même pas mal guerroyé dans l'Est, en Libye, El Alamein, etc. C'est lui, en fait, qui a lancé les premières opérations contre les Allemands. Bon, donc, vous n'avez pas 20 sur 20, là, quand même. Hein. Bon, ça va aller. Je referai un test à la fin. Troisième question. Qui a été le premier résident général pendant le protectorat français au Maroc? Bien. Qui a dit ça? Apéro sur mon compte. Et qui fut le général coprésident du Comité français de libération nationale? Coprésident du Comité français de libération nationale. Donc ça, c'est pendant la guerre, hein, en 40-42. C'est pas mal, ça commence comme ça. Oui. Bravo. Général Giraud. Donc, le général Giraud, ça ne dit plus grand-chose à pas grand monde. Hein. Bah, il était quand même coprésident du Comité français de libération nationale. Alors, son épouse... oui, absolument. C'est son frère qui habitait là. Oui, absolument. Son frère habitait à Genillet. Et en passant de Lattre, il n'était pas loin non plus. Hein. Son épouse n'était pas loin, hein, Villoin. Hein. Ouais. Et quand on visite Villoin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais faites-le. Allez au monument aux morts, vous verrez une plaque élevée en mémoire de Bertrand, de Lattre de Tassigny, qui est le fils du maréchal, et qui a été tué en Indochine. Bernard, pardon. Et donc, la mère de Bernard habitait au château de Genève. Bravo. Bien.
Alors, l'histoire des Goums, de leur création à leur dissolution, 1908-1956, vous l'aurez compris aux dates, hein, ça englobe les deux guerres mondiales. Et voilà le symbole des Goums, c'est ça. Ça s'appelle la Koumia. C'est le poignard recourbé qu'on voit sur tous les marchés quand on va au Maroc. Il y en a partout. Et donc ça, c'est vraiment le symbole des Goumiers. Et leur devise, c'est Zidou El Goudem, et ça veut dire en avant. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus adapté, quoi. Alors, très rapidement, les Goums, en fait, c'est 4 groupements dont vous trouvez les symboles aux 4 coins du foulard. Là. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur celui qui est en bas à gauche. C'est le 2e GTM. C'est celui auquel était rattaché le Goum de notre père, donc le 2e GTM. On voit dessus, peut-être pas très bien derrière, mais on voit un Goumier, un Marocain, souriant jusqu'aux oreilles, et qui dit rira bien qui rira le dernier. En passant, petite pub, c'est le titre du livre. Voilà. Bravo, Patrice. Vous avez vu, Patrice a acheté un livre, lui. Oui, ça passe à toute vitesse, mon truc. Et... J'ai des droits d'auteur, ouais, j'ai signé des trucs. Hein. C'est quasiment fini. Quand est-ce qu'on boit? Voilà, oui. Pardon? Ouais, ça se passe pas mal. Alors, les Goums, un petit focus là-dessus. C'est une armée presque comme une autre. Il y a des officiers, des sous-officiers et des soldats. Bon, jusque-là, ceux qui ont fait un peu de service militaire, ils savent de quoi je parle, quoi. Et ben, en fait, c'est pas tout à fait ça, quoi. On va le réexpliquer plus tard. Donc juste, je zoome sur l'histoire des Goums de 1907 à 1934. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, pour les Goums. À peine créé, que la pacification doit commencer, elle a même commencé un petit peu avant. On crée les Goums, en gros pour remettre un petit peu de l'ordre au Maroc. En 1912, donc, on déclare le protectorat français, arrive Lyautey, qui met les choses au carré, mais qui en fait gouverne le Maroc avec les Marocains et avec le sultan du Maroc. Ça, c'est important à avoir en tête. Par exemple, la justice n'est pas du tout déléguée aux Français. La justice est une justice marocaine. Les tribus, quand elles vont devant le juge, c'est un juge marocain. C'est entre eux qui règlent leurs problèmes. Mais 3 ans après l'instauration du protectorat, pouf, on envoie déjà les premiers Goumiers sur le front en France. Alors, quand on habite dans le Nord, ce qui est mon cas, il y a encore pas mal de traces de la guerre des Goumiers là-haut dans le Nord, parce qu'ils étaient, comme on les connaîtra toujours après, à cheval, conquérants, en pointe. Ils ont fait une très très belle guerre à nouveau, ou déjà en 1915. 1934, c'est la fin de la pacification, c'est-à-dire que jusqu'en 1934, ça continue à castagner dans tous les sens, entre les tribus berbères, mais aussi entre les Français et les tribus berbères, ou entre les Goumiers, qui sont donc dans l'armée française, marocains, contre leurs cousins ou leurs frères. Donc c'est une période assez compliquée. Et là-dessus arrive la première guerre mondiale. Alors, je ne sais plus si ça arrive tout de suite, mais il faut que j'en parle quand même. Pour les Goumiers, il y a une phase qui est très particulière, qui est entre les deux dates, hein, c'est 1940. Alors c'est pour la France aussi, vous savez, c'est la grande débâcle française, on se prend une rouste monumentale, on dépose les armes. Bien sûr, pour les officiers français, c'est une catastrophe, ils vivent ça comme la fin du monde, y compris pour les officiers des Goums. Et à l'époque, au moment de la débâcle, juste après, il y a un armistice qui est signé, où Hitler met l'emphase sur le sujet. Vous savez où ça se signe?
à Rotonde. À Rotonde, il va sur le lieu où on a signé l'armistice en 14-18, en 18 plutôt, et il reprend le même décorum. Le train dans lequel il signe l'armistice, c'est le train dans lequel on avait, nous, imposé les conditions de l'armistice aux Allemands en 18. Il y a un esprit de revanche absolument phénoménal, qui date même des années avant, de 1870, etc. Tout ça pour dire qu'au moment de la débâcle et de l'accord entre les Allemands et les Français, l'idée de dire nous les Allemands, on ne veut plus entendre parler des Français, donc on désarme complètement la partie qu'on va occuper, et ils occupent, vous le savez, une grande partie du Nord. En passant la ligne de démarcation, elle passe à quelques kilomètres d'ici, elle a aussi beaucoup marqué le pays. Max peut en parler parce que dans sa maison à Villouin, au moment de la guerre, il y a eu une compagnie de gendarmes qui s'est installée dans leur maison et qui était là pour déployer la ligne de démarcation. Donc c'est un truc qu'on a bien connu dans la région. Et donc l'armistice prévoit que l'armée française est complètement désarmée, les 3/4 de la France sont occupés par les Allemands, accessoirement que les troupes d'occupation allemandes sont financées sur le budget français. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais là je pense qu'il a fait une grossière erreur, on le verra après. Hitler considère qu'il ne faut pas désarmer les Français qui sont loin dans les colonies en Afrique. Au contraire, il vaut mieux qu'ils restent là pour stabiliser les choses. Ça lui laissera l'occasion d'aller castagner un peu ailleurs. Je pense que c'est une erreur de jugement extraordinaire. Et il va le payer chèrement, il va le payer de sa défaite en 1945. On va le voir parce que j'illustre le propos. Accessoirement, pendant l'armistice, j'en parle parce qu'ils vont jouer aussi un petit rôle important pour nous, pour l'histoire des GUM. Les Italiens, Mussolini, qui est, je vous le rappelle, allié d'Hitler, travaille beaucoup à Hitler au corps. Il lui dit, attendez, bon, la France, ça va, mais moi, je voudrais que vous occupiez aussi un peu de ce qui m'intéresse, moi. Et dans les trucs qui m'intéressent, il y a le sud de la France, il y a Nice, des pays perdus, Nice, Menton, etc. Ça, je veux que ça revienne en Italie, ça devient italien. La Corse aussi, parce que finalement, ils ont été italiens très longtemps, donc hop, ça revient chez nous. Enfin bref, il est très accro. Et on a un peu de chance dans notre malheur, c'est que Hitler n'a pas voulu. Il a maintenu Mussolini un peu loin de la négociation. Il lui a juste confié Menton. Donc c'était un peu limiter la casse et ça nous a bien servi après. Et puis donc l'histoire des GUM, elle commence en novembre 1942. À l'époque, c'est un peu compliqué, mais il y a une partie de l'armée française qui a été nommée par Vichy et qui obéit donc aux ordres de Pétain. Pétain, je vous rappelle, il a déposé les armes et il a dit on arrête la guerre, et peu de temps après, il a commencé à collaborer avec les Allemands. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Les officiers français qui avaient été nommés par Pétain étaient un peu tiraillés en se disant « Oui, mais moi, je suis officier, j'ai pas envie de rendre les armes tout de suite, j'ai quand même envie de me battre, je suis payé pour ça, en gros. » Mal payé, on le verra tout à l'heure, mais mal payé, mais voilà. Et donc, il y a une grosse partie de l'armée française, notamment les gens d'Afrique, qui ont dit « Non, non, on n'écoute pas Pétain. » Il y a un petit gars qui nous glisse dans l'oreille qu'il faut résister. C'est De Gaulle. De Gaulle, il a fait son appel le lendemain de l'armistice. Il n'a pas perdu beaucoup de temps. Et à ce moment-là, ouais, 1 an et demi après, 2 ans après, les Alliés, et notamment emmenés par les Américains, décident d'une opération qui s'appelle l'opération Torch. C'est le débarquement des Américains et des Alliés au Maroc. C'est un peu compliqué cette affaire au tout début. C'est que pour les goumiers reçoivent des ordres officiels de Pétain, de dire attendez, vos alliés, ce n'est pas les Américains, je vous ordonne d'aller combattre contre les Américains. Ça, on n'en parle pas beaucoup dans les livres d'histoire parce que ça fait un peu désordre, mais c'est ça les ordres des officiers. Et notre père, qui lui n'avait pas été nommé par Pétain, parce que c'est un officier de carrière depuis plusieurs années, avait décidé qu'il était hors de question d'aller se battre contre les Américains. Et il nous disait que quand il avait reçu l'ordre d'aller castagner les Américains, il avait dit « festina lente », en gros, j'y vais tout doucement. Et il est arrivé après la bagarre. Mais il faut dire qu'il y a quelques goumiers qui ont laissé leur vie au moment du débarquement des Américains en essayant de se battre contre eux. Petite erreur historique. Alors, les Américains débarquent au Maroc.
Et tout de suite après, dans les jours qui suivent, donc ils nettoient le Maroc, ils nettoient l'Algérie. Et tout de suite après, alors un petit rappel historique, mais les Anglais, eux, ils étaient plus à l'est en Afrique, en Libye. Et il y a eu la grande bagarre d'Al Alamein, etc., contre l'Africa Corps, qui était l'armée allemande en Afrique du Nord. Ça a pas mal castagné. Ils ont été aidés par les Français qui sont venus les aider, dont le maréchal Koenig, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la guerre de Tunisie, auquel ont participé 3 GTM, 3 groupements de GOUM, dont notre père, ont fait une guerre absolument éblouissante. Alors les goumiers ont une caractéristique, ce sont des gens qui ils ne se battent pas de loin. C'est toujours du combat rapproché, c'est du harcèlement, c'est de l'attaque frontale, on se planque et puis on bondit au dernier moment et on trucide les gens qui sont dans le coin, etc. Donc c'est une guerre un peu à l'ancienne. Et ça, je pense, un peu bousculer, dérouter les Allemands et les Italiens, parce qu'ils étaient quand même alliés à l'époque. Et ils leur ont fait beaucoup de mal. Et accessoirement, c'est cette première bataille qui a permis à la France, sur le plan international, de redresser son image. C'était plus le pays qui avait été battu en quelques jours, en 40. C'était une armée brillante qui avait foutu la rouste aux Italiens et aux Allemands, et qui étaient quand même relativement nombreux sur le terrain. Et qui avait une aura. L'Africa Corps, déjà à l'époque, on en parlait comme étant une armée redoutable, quoi. Dans la foulée de l'opération en Tunisie, donc tous les goumiers retournent au Maroc, qui est leur pays de stationnement. Et puis, après une petite bagarre entre les Américains, Eisenhower et Churchill, alors petite bagarre parce qu'en fait les Américains, ils sont déjà obsédés par le débarquement en Normandie. Et en gros, ils considèrent que tout ce qui se passe au sud, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour eux. Ils ont débarqué, mais c'est parce que Winston Churchill a insisté lourdement. Et donc, c'est parce que Winston Churchill a insisté lourdement qu'ils ont accepté l'idée de lancer une grande opération en Italie. L'idée, c'était, en partant du sud de l'Italie, voire même de la Sicile, de remonter toute l'Italie, de débouler en France, et après d'aller... Alors, Churchill voulait aller dans les Balkans. Il avait une obsession, il voulait être dans les Balkans. Je ne sais pas si c'est pour des raisons touristiques ou pas, mais c'est ça qu'il voulait faire. Les Américains avaient très envie de retraverser la France, et puis d'aller en Allemagne, et puis surtout de débarquer en Normandie. Mais il y a un moment donné, les choses sont tranchées. On décide d'envoyer les alliés nombreux en Italie. Et pour la France, le groupe, l'armée française qui s'appelle le corps expéditionnaire français, à la tête de qui sont le général Juin. Et donc, lui, il emmène, parce que Juin était aussi en Tunisie. Et en Tunisie, il a découvert les goumiers. Il a vu que c'était des petits gars assez velus qui faisaient bien la guerre. Et il avait compris que l'Italie, c'était sur le plan géographique, ça ressemblait quand même bougrement à ce que connaissaient les goumiers, la montagne, les conditions difficiles, la neige, etc. Donc il avait dit, moi je veux 3 GTM, 3 groupements de goumiers en Italie avec moi. Et ils ont fait une guerre absolument éblouissante en Italie, où ils ont enfoncé toutes les résistances, essentiellement allemandes, parce que l'Italie, entre-temps, l'ami Mussolini est tombé en 1943. Et très rapidement, les Italiens ont signé un armistice et ils ont changé de camp, ce qui était quand même assez bienvenu pour nous. Quasiment en parallèle, en septembre-octobre 1943, il y a 2 opérations successives. L'opération Vésuve, alors ça c'est c'est la grande opération à laquelle a participé le capitaine de marine, il était capitaine. C'est la Corse. On débarque en septembre 1943. Alors pour fixer les idées, la Corse à l'époque c'est en gros 110 000 habitants et en Corse il y a 80 000 occupants italiens et en gros 20 000 occupants allemands. Donc il y a presque autant d'occupants que de Corses. Les Corses, il faut le reconnaître, ont eu une résistance, ils ont eu des résistants assez efficaces qui ont préparé l'arrivée des GOUM. Et là dans l'opération Vésuve,
Les Goums étaient quasiment les seuls à faire cette guerre. Il y avait 2 ou 3 autres régiments, mais des régiments d'Afrique, ils sont quasiment les seuls. Et on le verra un petit peu plus tard, mais ils débarquent à Ajaccio, ils remontent jusqu'à Bastia, ils libèrent Bastia, et les Allemands s'en vont et partent en Italie. Et quasiment en même temps que l'opération du CEF, même plutôt au début d'ailleurs, il y a l'opération en Sicile qui s'appelle Husky, où là aussi c'est une guerre éclair, toujours avec des goumiers. Alors là, le patron américain, il s'appelle Patton. Je ne sais pas si ça vous dit ce nom, ça. Vous avez vu le film de Patton? Il y a un moment donné, moi ça m'a beaucoup frappé parce que je savais que les goumiers étaient concernés par cette guerre. Il y a un moment donné où il traverse un hôpital de guerre, il arrive près d'un lit, si je me souviens bien, et il voit un soldat américain qui s'effondre et qui pleure. Enfin, il y a un burn-out, et voilà, le signe, le signe est celui-là. Il lui fout une claque monumentale. C'était pas pour dire t'es faible, etc. C'était pour dire reprends-toi, mon gars, il y a du monde autour de toi, t'as pas le droit de pleurer. Ça a coûté quand même le commandement de Patton qui a été remercié à ce moment-là. Il y a une photo de Patton en Sicile qui est absolument extraordinaire. C'est un type de communication. Il est en treillis avec son calot de général américain. C'est quand même le big boss des opérations américaines en Europe du Sud, quoi, hein. Il a son appareil photo, une paire de jumelles. On a vraiment l'impression qu'il débarque de son truc pour faire du tourisme en Italie. Pardon, Grégoire. Il n'a rien dit. Vous me suivez toujours? Alors, donc, l'Italie, la Corse sont nettoyées, la Sicile sont nettoyées. Il arrive le gros morceau. Et ce gros morceau, j'en suis désolé, parce que c'est ce qui a aussi aidé à faire basculer la guerre du bon côté, c'est ce débarquement en Provence. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais si vous ne savez pas ce qui s'est passé, il faut trouver des bouquins, j'en ai quelques-uns, mais lisez l'histoire du débarquement en Provence, c'est extraordinaire. Les Allemands sont massés tout le long de la côte de Provence. En gros, ils occupent Toulon, Marseille, toutes les grandes villes de ce coin-là. Et c'est là qu'on décide de débarquer. Loin de Toulon, parce qu'il y a quand même une batterie de gros canons qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais là, il y a 300 000 soldats qui débarquent et qui libèrent Marseille à toute vitesse. Les Américains attendaient. Alors les goumiers étaient à nouveau en pointe. Les Américains attendaient que Marseille soit libérée 15 jours après. Donc les goumiers ont fait le taf et ils ont libéré Marseille 15 jours avant la date prévue. Et donc le 28 août, Marseille est libérée. Et les Allemands qui restent libèrent le pays et remontent par l'est de la France et repartent en Allemagne. Et là, les Goums vont être à leur trousse de ce moment-là jusqu'à l'arrivée en Allemagne, en 1945. Et la guerre n'était pas finie pour les Goumiers. Alors juste en passant, mais je crois que j'aurai l'occasion d'en parler, Marseille est libérée le 28. Le 27, ce sont les dernières batailles qui se déroulent à Marseille. Le 26, malheureusement, papa est blessé, très grièvement, et il en aura une jambe raide pendant tout le restant de sa vie. Ceux qui l'ont connu l'ont vu boitant. Il avait une chaussure qui compensait de 10 cm, c'est ça? Enfin, un certain nombre de centimètres. Et par contre, jamais il nous a parlé du détail de ce qui s'était passé en Marseille. Il parlait des Goums, parce que ça, il y a passé quand même 18 ans de sa vie, et c'était des frères pour lui. Mais voilà, il ne nous a jamais parlé de ses hauts faits d'armes. J'ai oublié de vous le dire, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler. Il a ramassé un nombre de citations considérable. Il avait une poitrine qui était recouverte de médailles comme s'il en pleuvait. Mais c'était pas ça qui le caractérisait le plus. On le verra tout à l'heure, parce qu'on en parle plus longuement, mais c'est pas ça qui le caractérisait le plus. Bon, donc, à Marseille, il est blessé. L'avant-veille de la libération, il fait un tour d'inspection avant
que le lendemain, on lance quasiment la dernière action militaire. Le lendemain, les Goums prennent d'assaut les derniers poches de résistance allemande et libèrent Marseille. Là, il y a deux messieurs qui sont assez actifs. Il y a Delattre de Tassigny, qui est le grand patron de l'armée française là. Et un monsieur de Montsabert, dont je vais vous parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Je suis complètement perdu dans mes notes, mais finalement, ça va. Oui, alors, juste quand même, ça continue. Donc, il libère Marseille, puis on dit, bah attendez, ça va les gars, continuez maintenant. Vous allez, vous poursuivez les Allemands. Donc, ils font des batailles comme s'il en pleuvait tout le long de la partie est de la France, jusqu'en les Vosges. Donc, ils gagnent toutes les batailles. Je vais parler de l'équipement des Goumiers parce que ça vaut le déplacement. Max disait qu'il a assisté récemment à une conférence sur Delattre de Tassigny. Et une des personnes responsables de la conférence disait qu'elle avait entendu parler des Goumiers et elle avait su que beaucoup de Goumiers s'étaient gelés les pieds là. On va voir pourquoi. Et c'est une réalité. Et il y en a eu quelques-uns aussi en Italie. Hein. Alors, on continue. Donc, en 1945, ils arrivent à Strasbourg. Là aussi, ils libèrent Strasbourg, mais on leur dit, attendez les gars, n'arrivez pas trop vite, là. À chaque fois vous nous faites le coup, calmez le jeu. Et De Gaulle leur dit, attendez, moi j'aimerais bien quand même que ce soit Leclerc qui arrive à Strasbourg avant eux. Donc ils freinent les cas de fer et laissent le passage de Leclerc. Donc Leclerc est le premier qui arrive à Strasbourg, suivi de très près par les Goumiers. Ils vont jusqu'à Strasbourg, ils arrivent en Allemagne, ils nettoient l'Allemagne, et ils restent un petit peu en Allemagne, le temps de l'occupation, qui a duré un certain temps quand même. Là, j'ai un petit doute, plusieurs années. Tous les Goumiers ne sont pas là, hein, il y en a beaucoup qui retournent au Maroc en attendant. Ils se reposent un peu. Pendant ce temps-là, papa est complètement out, il est à l'hôpital à Marseille pendant 1 an et demi. Et après 1 an et demi, il fait quasiment 2 ans de convalescence au Val-de-Grâce à Paris. Et après, il a encore un temps de convalescence en famille de quelques mois. Donc, il n'aura pas fait la guerre pendant 4 ans. Les autres continuent. En 1947, il revient au Maroc. On lui confie, malgré sa grave blessure, le commandement d'un tabor. Un tabor, c'est un groupement de Goum. Donc il est là, chef de bataillon, donc l'équivalent de commandant. Littéralement, il prépare son Goum pour partir en Indochine. Et quasiment la veille du départ en Indochine, on lui dit « Attends, Mareille, vous ne pouvez pas. Vu votre état, c'est pas possible. Vous restez au Maroc. » Et c'est la mort dans l'âme qu'il a proposé, qu'il a dit à ses Goumiers qu'il les laissait là et qu'il les remettait en toute confiance à un monsieur qui deviendra général Faugas. Après 1954, l'Indochine, c'est hyper compliqué. On dit à l'époque que les Français se font massacrer, il faut dire, en Indochine. Il y a quelques erreurs tactiques importantes. On se réfugie dans des endroits qui sont les derniers qu'il aurait fallu choisir, Dien Bien Phu, etc. Et dans ces endroits où ça gagnait le plus, la RC4, Dien Bien Phu, c'est deux noms qui vous parlent peut-être. Quand on disait qu'il n'y avait plus les parachutistes, qu'il n'y avait plus les légionnaires, il restait encore des Goumiers. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui étaient encore en pointe, encore en Indochine. Puis en 1954, ça se corse, c'est qu'à le dire. L'Algérie commence à gigoter de tous ses bras. Le Maroc commence à bouger beaucoup aussi. Et donc en 1956, au moment de la fin du protectorat français, les Goums sont dissous et ils sont remis à la disposition de celui qui est devenu roi du Maroc, Mohamed V. Le père de VI. Le grand-père de Mohamed VI. Oui, pardon.
Alors juste un petit coup de zoom, là, on a parlé de la Corse. Voilà comment se sont déroulées les opérations. Donc il y a eu un petit travail de préparation, notamment de livraison d'armes, notamment au travers avec un sous-marin qui s'appelle le Casabianca, commandé par il est devenu amiral l'Hermite, qui est allé ravitailler les résistants corses, et puis les troupes françaises qui arrivaient, dont le 2e GTM et le GUM de Papa. Donc ils débarquent à Ajaccio, et ils prennent pas la route la plus facile, ils prennent la route, je ne sais pas si vous connaissez la Corse, c'est pas tout à fait plat, hein, ce coin-là, hein, c'est là où passe le GR20, par exemple. Je ne sais pas, quelqu'un a fait le GR20, c'est le truc le plus abominable qui puisse exister pour un marcheur ou pour un coureur, quoi. Et nos goumiers, ils font ce boulot-là, mais eux, d'abord, ils sont plus chargés qu'un gars comme vous et moi, quoi, hein. Ils ont leur barda, leurs munitions, etc. Et bien sûr, il y a des poches de résistance tout au long. Et le clou de la bataille de la guerre en Corse, il est là-haut, à Saint-Florent. Là, c'est vraiment infesté d'Allemands. Saint-Florent, donc c'est sur la côte, c'est une plage qui est devenue une plage sympathique en Corse, où Carolina, tu t'es baigné, je ne sais pas si tu te souviens. Elle est où, Carolina? Et donc, ils stationnent à Saint-Florent, et la clé, c'est que tous les Allemands sont désormais réfugiés à Bastia. C'est la dernière poche de résistance des Allemands, et il faut faire sauter Bastia. Malheureusement, entre les deux, il y a un truc qui s'appelle le col du Teguim, qui est un lieu des hauts faits des goumiers, qui est bien sûr tenu par les Allemands, qui ont un énorme canon et qui tirent dès que ça bouge. Et ils ont beaucoup tiré sur les goumiers et les officiers. Il y a eu un nombre de pertes considérables. Mais ils sont arrivés. Ils ont donc fait sauter le verrou du col de Teguim et ils ont libéré Bastia. Ils avaient écrit face au monde de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes et sur nos berceaux, nous jouons de vivre et de mourir français. Le 30 septembre, ce fut le début de l'attaque des cols, ceux de San Leonardo, de San Stefano, et enfin, le 2 octobre, la conquête du col de Teguim. Il fallut attendre le 4 pour que Bastia fût enfin libre. Voilà l'histoire, la grande histoire, la belle histoire de la libération de la Corse. Le gars qu'on a vu, là, je vais en reparler tout à l'heure, mais c'est un goumier. Je ne crois pas qu'il ait été dans le GUM de Papa, qui était le 59e GUM, mais il était très proche. Et en fait, c'est le dernier goumier, il est décédé dans les années 90. Et donc, juste en passant, vous avez reconnu Monsieur François Hollande, c'est en 75e anniversaire, après 43, vous savez quoi ça 70e, ça fait combien donc 2013. 2013. C'est marqué, pourquoi vous ne le dites pas? Et lisez quand même. Ouais, donc on a mis un peu de temps quand même pour saluer vraiment de façon officielle, marquer les goumiers. Et à cette occasion, il a rajouté une médaille à la batterie de médailles qu'avaient nos amis goumiers. Là, ils étaient 7 pour fêter ça. Et il a même quand même, il les a fait venir en France et il les a mis dans son avion personnel officiel. Donc on a bien marqué les choses. Accessoirement, je crois quand même que c'est Chirac qui a beaucoup fait pour les harkis et les goumiers, qui a fait très tardivement qu'on ait reconnu leur rôle dans la guerre, et puis accessoirement qu'on leur ait donné un petit bout de pension parce qu'on les avait juste oubliés, quoi. Alors, on a fait un petit pèlerinage en Corse. Franchement, j'ai été hyper ému. Parce que là, on est sur le col du Teguim. Donc il y avait Max, Carolina, Florence qu'on voit ici derrière lui, mon épouse Brigitte, Bernard ici présent. Et donc on a vraiment fait un pèlerinage. On est parti de Saint-Florent, col du Teguim, on est passé à Bastia. Alors là c'est très très émouvant parce qu'on voit
la plaque de commémoration où sont décédés tous les goumiers, officiers, sous-officiers et hommes du rang, goumiers. Et puis, il y a un cimetière que j'ai trouvé très touchant, qui est magnifique, d'une simplicité incroyable. Ça, c'est un Saint-Florent, le long de la mer. La mer est assez bleue dans ce pays encore, c'est quand même sympa. Et là, vous avez peut-être une cinquantaine de tombes musulmanes. Je ne vous l'ai pas dit, mais les goumiers étaient bien sûr à 99% musulmans, très croyants. Et donc, c'est un cimetière musulman en terre franque. Très, très émouvant. Alors, vous l'avez compris, hein, ils ont une image contrastée, les goumiers. C'est une troupe d'élite. Ils ont une participation décisive à toutes les batailles importantes au sud, dans le Midi, en Afrique du Nord, etc. Ils ont une moisson de citations, mais tous autant qu'ils sont, que du simple goumier aux officiers. Accessoirement, le deuxième GTM, qui est donc celui où était rattaché le goum de papa, c'est le deuxième régiment le plus décoré de France. Je vous rappelle, le régiment, il a vécu de 1908 à 1956. C'est un régiment qui a vieilli et qui est mort rapidement, quoi. Donc, ils sont des troupes exceptionnelles. Alors, je vais dire quand même 2 mots sur leur équipement. Alors, la légende, c'est... ça avait encore un bon côté. C'est-à-dire, en gros... Un côté bon enfant, pardon. Ouais, en gros, c'est un peu ça. Ils ont un équipement, mais qui est extraordinaire. Dans les bouquins que je potasse, ils sont au début de la guerre de 39-45 équipés des bons vieux fusils qu'on utilisait en 14-18, mais qui dataient déjà d'une trentaine d'années. Donc, ils sont quasiment à l'heure du mousqueton. Ils ont quasiment pas de... Ils ont quelques fusils mitrailleurs, un peu de mortier, et ça s'arrête là. Ils n'ont aucun équipement moderne. Mais en fait, ça ne les gêne pas. C'est du corps à corps, donc on n'a rien à foutre des canons. Eux, ils sont... leur ennemi, il est là, quoi. Alors, c'est un mot arabe. Quelqu'un parle arabe? Non. Ça veut dire une troupe. C'est simple. Voilà à quoi ressemble un goumier. Sa principale caractéristique, c'est la djellaba. Il est toujours en djellaba. Il n'a pas d'uniforme du piou-piou français, hein. Et quand il arrive en Alsace, en Strasbourg, il est comme ça, hein. Donc vous imaginez un peu la réaction du Strasbourgeois, ou des autres, hein. Il n'y a pas que les Strasbourgeois, hein. Et voilà, de près son uniforme, il a le cute. Le cute, c'est le truc, le foulard, hein, le chèche, qui lui permet de faire 10 fois le tour de son crâne. Qui ne sert pas à grand-chose, sauf à le protéger du vent, du soleil, de la neige, etc. Donc c'est quand même important dans son équipement. Il a la djellaba. Et son équipement de base, c'est le nail. Le nail, c'est comment ça s'appelle? La sandale. C'est une sandale. Et lui, il a quand même fait toute la guerre jusqu'en Alsace, en sandales. À partir du moment où les Américains sont arrivés en 1942, on a commencé à les doter de façon un peu plus moderne, mais jusqu'en 1942, c'était ça leur équipement de base, hein. Alors, je ne sais plus si c'est eux-mêmes ou les Alliés qui l'ont baptisé comme ça, mais leur logistique était assurée par la Royal Brel Force. En fait, il y avait toujours un train muletier qui les accompagnait. Ils ne connaissent pas le truc des Amerlocs, là, le corned beef. Leur corned beef, il est vivant, il est sur leur cheval. Et alors, ils ont une autre caractéristique, c'est qu'ils se fendent toujours la gueule. Il n'y a pas une photo où vous voyez un goumier qui fait la taille. Il est toujours en train de se marrer. Et je pense que c'est un guerrier dans l'âme. Franchement, je pense qu'ils prennent plaisir à faire la guerre. Mais ils ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils sont croyants, ils sont musulmans croyants. Et pour eux, il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre eux et le paradis. Ils lèvent le doigt et ils vont direct au paradis. C'est quand même assez simple. Donc ça vous donne une espèce de distance par rapport à la vie, la mort, etc. Et papa disait que c'était des gens qui n'étaient pas faciles à manager parce que, ben voilà, quand il fallait se cacher, ben il ne se cachait pas, quoi.
quand il fallait rester un peu au calme et derrière, ben non, ils étaient toujours devant. Donc il fallait bien les comprendre. Et tous les officiers parlaient l'arabe et le berbère, français parlaient l'arabe et le berbère, et se faisaient parfaitement comprendre de leurs troupes. Ils ont eu plein d'éloges des Anglais. Les Anglais ont inventé l'expression goumisation. Goumisation, c'est la façon très particulière dont ils faisaient la guerre. C'était en gros, on ne se pose pas de questions, on y va au couteau et on trucide l'adversaire. C'était ça pour eux. Donc les Anglais ont retenu goumisation. Patton les a connus dès la Tunisie, donc en 1942, et il a vu ce dont ils étaient capables. Et sachant qu'il allait débarquer en Sicile, il a exigé du général Guillaume, qui est le grand patron des Goumiers, d'avoir au moins un tabor à sa disposition en Tunisie. Donc il y a un tabor qui fait la guerre en Tunisie, qu'il a fait brillamment. Je vous rappelle, tabor, c'est 3 ou 4 goum, donc c'est pas beaucoup de jambes, mais lui aussi marquera le territoire de la Sicile. Même les Allemands, le général Kesselring, qui est donc un des patrons de l'African Corps, mais surtout des Allemands en Italie, etc., vantait les mérites des Goumiers et disait en fait, moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir où ils seront le prochain coup, quoi. Donc, alors, les résidents, les Français aussi, le général Juin a beaucoup appuyé les Goumiers. Mais ce sont des troupes la mort, ils sont rapides, ils sont féroces, jusqu'au fantasme. Ah, il faut que je m'arrête 2 secondes. Petite histoire à vous raconter. Les Américains, ils avaient une vision des Goumiers un peu particulière. Ils ne les connaissaient pas bien, mais ils avaient commencé à les fréquenter en Tunisie, en Italie, etc. Et ils les trouvaient quand même un peu bizarres. Déjà, avec leur accoutrement, ils devaient considérer que c'était un peu des sauvages. Ils étaient peut-être remarqués. Et il y a une histoire qui raconte qu'en pleine nuit, il y a deux soldats américains qui se retrouvent en faction, en pleine nuit. Il y en a un qui dit à son voisin « Oh, franchement, j'ai peur. » Alors son voisin lui dit bah, « T'as peur de quoi ? On est entre nous, là. »« Non, j'ai peur des Goumiers. » Le type lui dit « Mais pourquoi t'as peur des Goumiers ? » bah, il paraît que ils te tranchent la gorge. Le type lui dit « Mais t'es bête. T'es bête. Tu sais comment ils font ? Ils soulèvent ton casque, ils tapent ton crâne, ils savent si t'es allemand ou pas. » C'est ce que racontaient les Américains entre eux. J'y crois pas beaucoup, mais bon. Alors, là, c'est un moment de vérité. Il y a un truc dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui va, malgré tout, beaucoup marquer les Goumiers. En Italie, il y a eu un bruit d'exaction, soi-disant perpétré par les Goumiers. Il y a eu des viols et un certain nombre d'exactions qui, d'après les Italiens et d'après un certain nombre d'alliés, ne pouvaient être commises que par les Goumiers. Alors, l'affaire a fait beaucoup de bruit. Alors, j'entends dire, mais c'est des sauvages. Non, madame, c'est pas des sauvages. Je vous rappelle, ils sont commandés par des officiers français, ils sont tenus. Et alors, je vais vous dire une chose, il y a 2 choses qui sont historiquement vraies. C'est que les rumeurs sur les maroquinades, elles ont été beaucoup amplifiées par les Italiens eux-mêmes. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on donnait un petit pécule en compensation aux femmes qui déclaraient qu'elles avaient été victimes de viol. Et on est passé rapidement de 2 ou 3 victimes à plusieurs milliers, allons-y. Et donc, bon, là, de ce point de vue-là, sur le plan strictement historique, les chiffres varient de 3-4 personnes à 3000 personnes, je crois, un truc comme ça. Et il y a malheureusement... alors, à l'époque, le pape est sollicité, il entend parler de ce truc-là, il intervient, il appelle De Gaulle, et il dit à De Gaulle, non, attendez, vos petits gars, là, c'est insupportable, ils font des mauvaises actions dans le pays, et il faut les tenir en main. Ça tombe mal parce que De Gaulle est... Comment dire ? De Gaulle a 2 problèmes avec les Goumiers. Alors, c'est un problème de culture. Il vient d'un milieu, vous le savez, d'un milieu nordiste qu'on connaît bien. Il y a sa maison qu'il faut visiter à Lille, qui est vraiment intéressante, mais qui montre d'où il est et ce qu'il a vécu. En fait, c'est un monsieur de la petite bourgeoisie lilloise. Il n'est pas beaucoup sorti de France, en tout cas au début. Accessoirement, il a fait le début de sa carrière à Arras,
et son chef n'était autre que Pétain. Son chef était Pétain, et ils étaient très amis au début, juste en passant. Bon, voilà, il n'a pas une bonne image des troupes en Afrique. Et puis vous vous souvenez, je vous ai posé une question en début, là, le quiz. Je lui ai dit, mais qui était en gros le vice-président du Comité national de libération de la France? Giraud. En fait, c'est Giraud qui, tout seul dans son coin, a décidé de l'opération en Corse, avec les Goumiers. Et ça a énervé De Gaulle, parce qu'il n'était pas à l'initiative de ce truc-là, alors que pour le reste, il était à peu près à l'initiative. Il en voulait à mort à Giraud et à ses troupes et aux Goumiers. Accessoirement, le patron des Goumiers était un monsieur qui était général Guillaume, qui est un vrai guerrier. Il a écrit un bouquin qui est là, qui s'appelle L'homme de guerre. Ça veut tout dire. Il n'est pas là pour rigoler, il est là pour faire la guerre. C'est un homme de terrain. De Gaulle, c'est pas un homme de terrain. Et accessoirement, je pense que c'est pas un très bon stratège militaire. C'est un excellent politique, ça, je vous dirai jamais le contraire. Je suis plutôt gaulliste, je pense qu'il a fait effectivement ce qu'il fallait faire en France, mais son action par rapport aux troupes marocaines et d'Afrique il n'a pas été très perspicace. Et il a décidé qu'il était hors de question que les Goumiers débarquent en Provence. Accessoirement, ça coûtait un petit séjour en Corse du 2e GTM, donc de Papa, qui a duré plusieurs mois, je sais plus, une dizaine de mois, où ils n'ont rien fait, quoi. Ils ont continué à s'entraîner en attendant désespérément que les choses se déclenchent et de débarquer en Provence. Bon voilà, la petite parenthèse sur les Maroquinades, mais qui ont fait quand même pas mal de mal. Alors, je finis là-dessus. Il y a une historienne, entre guillemets, française, qui a décidé qu'elle allait écrire un truc sur le rôle de la France pendant la guerre, et qui est tombée sur cet os-là, qui l'a rongé jusqu'au bout, qui a juste commis une erreur, c'est quand elle a publié son étude, elle n'a juste pas interrogé un seul des Goumiers, elle n'a pas regardé les archives des Goumiers, elle s'est juste pas préoccupée du truc. Et tout son bouquin est truffé d'erreurs sur les dates, sur les lieux, et elle a une réponse très, très précise, très affirmée des Goumiers, qui ont montré que son truc ne tenait pas 2 secondes la route. Bon voilà, je ferme la parenthèse, ça fait un peu mal. Les lieux du souvenir, il y en a partout. Tunisie, Maroc, Corse. Je ne sais pas si vous connaissez la Corse. Non? Vous connaissez Marseille? Oui. Marseille, il y a des plaques, hein, il y a des noms de rues, la rue des Goumiers ou l'avenue des Goumiers. Il y a une place du général de Montsabert aussi. Bon, tout ça, des Goumiers qui ont fait le taf, quand même. Je vais passer là-dessus rapidement, mais Lyautey, donc, c'est le premier résident général du Maroc pendant le protectorat. Lui, c'est un vrai militaire, il n'est pas là pour rigoler non plus, mais il est d'un milieu catholique et il est vraiment dans l'air du temps, de son temps. C'est-à-dire qu'il va apporter la lumière au pays dont on s'occupe, et notamment au Maroc. Et donc, il le fait de façon relativement intelligente, et surtout, il demande beaucoup la participation des Marocains. Et les Marocains, on y est retourné plusieurs années après. Pour les plus anciens, on est accueillis vraiment à bras ouverts. On ne dit pas, oula, c'est des gens qui étaient chez nous, qui nous ont ennuyés par un protectorat. Au contraire, ils ont une image des Français qui est excellente. Généralement, Jean, je passe à toute vitesse là-dessus. Alors voilà, monsieur Lyautey, il a de la gueule quand même. Hein. Accessoirement, il a été maréchalisé. Il s'est occupé de l'exposition coloniale universelle des années 1932. C'est lui qui était 31, pardon. C'est lui qui était le patron de. Donc il savait de quoi il parlait quand on parlait des colonies. Hein. Généralement, Jean, alors on dit que c'était un très bon tireur, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ce sont ses enfants. En tout cas, c'était un chef de guerre redoutable. Il a beaucoup sévi, lui, pendant la période de pacification, donc de 1908 à 1934. Un monsieur avec beaucoup de poigne. Et il y a une promotion à Saint-Cyr qui a pris son nom, c'est celle de mon père. Je ne sais pas si c'est une relation que vous avez fait, mais bon, il a marqué son temps, lui aussi. Giraud, j'en dis 2 mots. Vous l'avez compris, ça a été un brillant militaire. Il a vraiment fait des choses impeccables en Sicile, en Corse, au débarquement en Provence, etc. Il y a juste qu'à un moment donné, il a énervé De Gaulle.
et ça lui a coûté sa place. De Gaulle a décidé le jour J qu'il ne serait plus au Comité national de libération, et le lendemain, il n'y était plus, quoi. Donc vraiment sorti, mis sur la touche un peu violemment, alors qu'il a côtoyé les plus grands, il a participé aux négociations ou aux préparations avec Churchill et Roosevelt et De Gaulle. J'en dis 2 mots. C'est monsieur Bournazel. J'ai malheureusement pas de photo de lui. C'est les années 30. Lui, il est mort l'année où papa a été nommé capitaine, dans les années 32. C'est un Spahis. On a parlé de Spahis tout à l'heure. Qui connaît bien les Spahis parmi nous, là? Il y a quelqu'un? Oui. Bon, les Spahis, ils ont une tenue exceptionnelle. C'est des gens aussi qui étaient en Afrique du Nord. Ils ont une tenue magnifique, blanche, avec une cape rouge. Catherine, tu le sais. Magnifique cape rouge, bon, qui est normalement réservée plutôt pour la para. On ne va pas faire la guerre avec ça. Bournazel, c'était un Spahis. Et il avait décidé qu'il quitterait plus sa cape rouge. Il est entré dans les Goums au moment de la pacification et il s'est battu comme un lion. Il a fait toutes les batailles de la pacification, sauf qu'à un moment donné, et il a été repéré par les ennemis de l'époque, les Marocains, comme étant l'homme rouge. Il avait son nom en arabe qui veut dire l'homme rouge. Il était connu comme le loup blanc par tous les Goumiers, bien sûr, mais aussi par les rebelles. Et puis, un beau jour, alors il faisait toujours ça en rigolant, c'était vraiment le seigneur de la guerre, il était toujours en train de rigoler, de chanter, il jouait du banjo. Et puis un beau jour, Giraud lui dit non, attends, tu peux pas, arrête de porter cette cape, c'est complètement stupide, t'es un fanfaron, ça sert à rien, tu me mets la djellaba du goumier, t'es goumier, quoi. Et le jour où il a décidé de mettre sa djellaba, il était tué dans le Sagro, au Maroc. Et donc, ce gars-là, il a fait beaucoup parler de lui. Il a marqué les esprits des années 30 à 50. Moi-même, je suis né en 54, mais moi-même, étant gamin, j'ai lu les histoires de l'oncle Paul. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Eh bien, on en parlait de ça. Ça me sert vraiment. Je tourne le truc, je dois être au slide 1, là. Maréchal Juin. Alors, quand même, petite précision. C'était un vrai militaire, un vrai meneur d'hommes, adoré par ses troupes. Il a fait une guerre absolument magnifique. Il est pétainiste au début. Et puis, bon, à un moment donné, il se dit c'est un peu idiot ce que je fais, donc il a quand même viré du bon côté. Mais il a toujours conservé ses positions un peu pétainistes. Bon, ça l'a pas empêché d'être nommé maréchal de son vivant. Je vous rappelle, je vous dis que tous les maréchaux dont on a parlé précédemment, Delattre, Leclerc, Koenig et les autres, ont été élevés à la dignité de maréchal après leur mort. Donc c'est le seul maréchal vivant en 1945. Donc très grand bonhomme, très grand personnage. À tout seigneur, tout honneur, le patron des Goumiers, c'est lui. C'est le général Guillaume, donc, qui a écrit un bouquin, Homme de guerre. En 2 mots, donc il est patron des Goumes depuis, pas la nuit des temps, mais depuis longtemps. Il ne vit que par les Goumiers, il ne connaît que les Goumiers. Et puis à un moment donné, au moment de l'armistice, il a déjà une belle réputation de patron des Goumiers, d'un monsieur qui rigole pas trop. Il a quand même, on n'a pas envie de rigoler beaucoup, lui taper sur le ventre en lui disant ça va. Non, il est là pour faire la guerre. Et on lui dit, il y a un truc qu'il faut que tu fasses quand même. On a signé l'armistice. Mais après, il y a les détails à négocier quand même. Tu vois, l'armistice, il y a 100 000 hommes en Afrique. Il y a 20 000 Goumiers, pour situer les choses. Va un peu voir les Allemands, tu vas négocier le bout de gras avec eux. Il arrive pour négocier le truc. Et puis il dit aux Allemands, attendez, vous rigolez. Si je lâche les Goumiers, si j'ai pas de budget, si j'ai pas un tout petit peu d'armes, ça fera pas le travail. Ils vont se révolter, je ne pourrai pas les mater, je ne serai pas assez armé. Ils vont se révolter contre les Français, et ils vont vous foutre une grouille pas possible en Afrique. Vous, ça serait mieux que vous soyez libérés de la contrainte. Moi, je m'en occupe. Donnez-moi un peu du budget. Et il a gratté un budget considérable auprès des Allemands qui lui ont fait une confiance absolue. Et cet homme-là, après l'armistice et après être revenu avec son budget, il a décidé qu'il avait signé un truc. Les Allemands devaient passer régulièrement pour contrôler ce qui se passait au Maroc.
Il a planqué les goumiers, il les a déguisés en civils, contrôleurs civils, il a planqué les armes, il avait exigé des Allemands que quand ils faisaient leur tour d'inspection, ils préviennent 48 heures avant. Et les Allemands ont dit « Ok, c'est bien, c'est faire, quoi ». Et donc il a joué à cache-cache pendant 2 ans. Ce qui était quand même assez fort, se planquer 20 000, et il leur faisait faire des grandes préparations de la guerre, comme ça, au vu au-dessus des autres. Général de Montsaber, je l'aime bien, celui-là, c'est l'aristocrate. Alors, en fait, ça c'est son nom court. Hein. Bon, je sais plus, je ne retrouve pas, c'est trop compliqué. C'est un vrai aristocrate, meneur d'hommes. Et donc lui, il est en Italie, il est en Provence, il remonte jusqu'en Allemagne. En Allemagne, il s'arrête et il est nommé patron des troupes d'occupation. Et alors, il a une caractéristique, il est catholique, il est bon soldat, bon meneur d'hommes. Et il a une autre caractéristique, il adore les monuments historiques. Et en Italie, il y en a quelques-uns. Et il s'est beaucoup bagarré avec les artilleurs français qui voulaient tout dézinguer avant qu'on envoie les troupes. Et il avait dit à un patron, un général artilleur, il avait dit, écoutez, si vous tirez en deçà du XVIIIe siècle, je vous fais fusiller. De l'expression, c'était à Sienne. Et il refait le coup à Marseille, donc il libère Marseille. Et à Marseille, il fait éviter que les Alliés rasent la cathédrale Notre-Dame, la Bonne Mère, qui est toujours redressée. Et au bas de la cathédrale, il y a une plaque qui salue les bienfaits de Monsieur de Montsaber. Alors là, rapidement, c'est les 2 patrons directs de notre père, de papa. À gauche, vous avez le colonel de la Tour. Il a été le 2e ligne, entre guillemets, le patron du patron de papa pendant toute sa période jusqu'en 1945. Bon, là aussi un homme de guerre brillant, le sens du terrain, meneur d'hommes. En fait, il était très très marocain, au point qu'il avait une épouse française, mais il a eu une épouse marocaine. Et ses enfants français ont appris assez tardivement qu'ils avaient des demi-frères marocains. Il y a des films qui ont fait ça, parce que sa fille, côté français, a beaucoup travaillé dans l'association des anciens goumiers qui s'appelle la Koumia, qui existe encore, hein, cette association, qui fait pas mal de manifestations. Et voilà, lui, il était très, très, très marocain dans l'âme. Et le chef direct de papa n'était autre que le commandant Méric. Papa l'adorait parce que c'était lui aussi, je trouve qu'il a une gueule absolument extraordinaire. Meneur d'hommes, très fin tacticien, homme de terrain, très proche des troupes. Alors par contre, il y avait un truc qui l'agaçait un peu, c'est que papa il n'était pas assez carré, quoi. Il n'était pas assez. Et donc il lui a reproché 3 choses que papa a racontées dans ses souvenirs. Première chose, il lui a reproché au moment de l'embarquement pour la Provence. Ils ont en fait stationné dans un coin où il n'y avait rien, une vague flaque d'eau. Et papa, le jour de l'embarquement pour aller guerroyer en Provence, n'était pas rasé. Et Méric lui dit « Marais, vous êtes un gros dégueulasse ». Et ça l'a vraiment beaucoup vexé. Il y a eu un autre problème en Corse. En Corse, bon, papa était assez cool avec ses goumiers, c'était vraiment sa famille. Et en Corse, juste avant d'attaquer le col du Téguim, quand même une bataille importante pour le truc, il laisse ses goumiers un peu tout seuls dans leur coin. Et les goumiers, qui sont quand même, c'est des guerriers, mais ils font du business aussi, ils avaient installé un petit passage de douane. Et leurs collègues, les alliés, quand ils passaient par la douane, ils devaient filer un peu de bakchiche aux goumiers marocains de papa. Et ça avait vraiment profondément énervé Méric, qui lui en a fait la remarque. Et qu'il a écrit d'ailleurs dans son journal de bord, en citant nommément papa. Troisième truc qu'il a reproché, c'est l'île d'Elbe. Alors l'île d'Elbe, vous voyez où c'est l'île d'Elbe ? Alors moi j'étais obligé de réviser parce que je ne vois pas bien où c'est, je ne voyais pas bien où c'était. C'est un tout petit bout d'île, ça fait 60 km, je crois, hein, même pas, à l'est de la Corse, entre la Corse et l'Italie. Et donc les goumiers, dont papa, sont partis de Corse,
et ils sont allés virer les Allemands qui restaient dans l'île d'Elbe. Et papa, en fait, le 59e GUM de papa, il était toujours en pointe. Il était toujours le premier, c'est eux qui prenaient les premiers pélos, etc. Et à l'île d'Elbe, comme d'habitude, papa est arrivé sur le point de ralliement, largement avant les autres, et il a fait une erreur. Il a bu un coup de blanc avec... Il a bu un bon petit coup de blanc du coin, quoi, parce que tu vas pas à l'île d'Elbe et tu goûtes pas le vin blanc. Et Méric est arrivé à ce moment-là. Il s'est fait engueuler comme du poisson pour rien. Non, Marie, on a d'autres chats à faire, d'autres chats à fouetter que de boire des coups blancs. Allez, tu vas à la guerre. Et il est parti à la guerre. Et les goumiers. Alors, les goumiers, moi, j'ai deux images qui touchent beaucoup. C'est le goumier. Alors, je vous rappelle, les goumiers, leur dernière guerre, pas l'avant-dernière guerre, c'est en Indochine. Et donc en Indochine, c'est un peu comme au Maroc, il y avait les copains et puis les moins copains, les Viet Minh. Et c'est des gens qui se sont adaptés à ce terrain de bataille, à cet environnement, et qui sont devenus très copains des gens en Indochine. Et puis je salue la grande figure de monsieur Ali Nadi. Alors il était peut-être dans le 60e GUM, mais papa l'a probablement connu. Il est mort il y a une vingtaine d'années. Il a été salué par François Hollande. Et il était surnommé par ses collègues goumiers le lion de l'Atlas. C'est pas mal quand même. Allez, il en faut un. Georges Boudarel, le traître. C'est une histoire absolument atroce que je vais vous conter. Pas tout de suite. Ce monsieur, c'est un universitaire élégant, un peu communiste, un peu trop communiste, qui a décidé au moment de la guerre d'Indochine qu'il ne serait pas du côté français, mais qu'il serait de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur. Et il a été commissaire politique. D'abord, il a beaucoup grenouillé avec le Viet Minh. Il a écrit des bouquins, etc., bien sûr, crachant beaucoup sur la France. Il a été nommé commissaire politique dans un camp de prisonniers. Et les camps de prisonniers en Indochine, c'était les camps les plus abominables dont on puisse parler. Il y avait, en gros, il y avait Auschwitz et il y avait les camps en Indochine. Et ce gars-là, il était commissaire politique, il était dans un camp de prisonniers français, où il y avait hommes de troupe, sous-officiers, officiers. Il a fait son truc. Le camp où il était commissaire de police est le camp où il y a eu le plus de morts proportionnellement par rapport à l'ensemble des prisonniers. Alors, je ne sais plus les chiffres, mais en gros, il y a 320 prisonniers français, il y a 280 mecs qui sont morts à cause des exactions, essentiellement du sieur Boudarel, qui nettoyait les cerveaux pour expliquer que les commis n'avaient pas bien fait, mais qui en plus les traitait abominablement, quoi. Il se fait donc, après ça, il va en Russie pour parfaire ses connaissances sur le communisme. Les Russes ne sont pas très contents de lui, ils le repoussent un peu. Et puis, ni une ni deux, il retrouve un job dans une université en France et il devient maître de conférences et continue à faire ses conférences. Il aurait pu finir ses jours très heureux, avec une belle retraite. Bon, je ne sais pas si on est bien payé quand on est maître de conférence, mais voilà, payé par la France. Et puis un beau jour, il fait une conférence, et il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Beucler. Jean-Jacques Beucler, je ne sais pas si vous savez quelque chose, à chaque fois que je pose la question au public, je me retourne vers Maurice. Maurice me dit « Oui, je connais. » C'est toi qui devrais faire la conférence, Maurice. Donc Jean-Jacques Beucler, c'est l'ancien secrétaire d'État aux anciens combattants. Donc, et il a été goumier. Donc il connaît bien le truc. Et accessoirement, il était prisonnier dans le même camp que monsieur l'affreux Boudarel. Boudarel fait sa conférence. Beucler interrompt la conférence, lui fonce dessus, l'attrape par le callback et dit « Vous êtes bien monsieur le Boudarel, l'affreux Jojo qui a tué 280 personnes ?» Et Boudarel dit « Non, j'ai pas tué 280 personnes. J'étais commissaire politique, j'étais communiste, j'étais commissaire politique. » Donc, ce qui est un demi-mensonge. La Koumia, l'association, a porté plainte contre lui, l'a traîné au procès. Il s'en est tiré parce qu'il y a eu une loi d'armistice sur les problèmes en Indochine. On a voulu complètement oublier l'Indochine et on a donc amnistié ce gars-là.
Et puis quelques années après, on s'est dit, non, c'est pas possible. Il continue à faire ses conférences, etc. Il faut vraiment l'anéantir. Et il y a un type qui est allé à la Cour de justice européenne et il s'est fait blackbouler parce que c'était trop tard, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un salaud. C'est un vrai salaud. Bon, là, c'était la partie la plus courte de mon... Très bien. C'est con, hein? C'est con ce qui vous arrive. Ouais, à toute vitesse, mais vraiment, j'en suis profondément mari. Alors donc, ça, c'est une période plus calme pour papa. À gauche, il est attaché militaire au Liban, l'année 60 à 61-64. Il est colonel. Et à ce titre, il rencontre tous les personnages importants de l'époque, de la région. Et le monsieur un peu bizarroïde, là, c'est Monseigneur Makarios. C'est le président de Chypre. Qu'il a côtoyé et pour lequel il avait beaucoup d'estime. Et je pense que l'estime était réciproque, il se racontait pas mal de choses. Accessoirement, comme il avait fait une belle guerre et qu'il avait beaucoup de citations et eu beaucoup d'honneur, la Jeanne d'Arc, qui est le bateau école français, qui était le bateau école français que tu as connu, Bernard, a fait escale à Beyrouth en 64 et ils en ont profité pour... passer la cravate de commandeur de la Légion d'honneur à papa. Devant lui, et c'est lui qui lui remet la médaille, ou le ruban, c'est monsieur de Boissaison, qui était ambassadeur de France au Liban dans ces années-là. Un grand copain de papa et un grand personnage aussi. Et puis, on passe du coq à l'âne. Je vous ai parlé de l'armistice, et puis de la tenue bizarroïde et on camouflait les gens. Papa, mais c'est vraiment étonnant, dans son dossier militaire, il y a un moment donné, son chef dit « Nous perdons un excellent élément, il est versé dans la Mehala chérifienne et il nous quitte. » En fait, c'est le bluff, et on écrivait même le bluff. Il est déguisé en contrôleur civil des affaires indigènes. En fait, c'est la même chose, en couleur, et pendant la journée, il est déguisé comme ça, mais quand il va faire la guerre, il réendosse cette djellaba et il va à la castagne. Ça devait lui plaire, ça. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais on a retrouvé son dossier militaire à Pau, parce que tous les gens des colonies et autres protectorats, leur dossier d'officier est à Pau. On y était avec tous les gens que j'ai cités précédemment, et on est tombé sur le dossier militaire de papa. Les militaires ont une caractéristique, c'est que tous les ans, l'officier est noté par son supérieur, et puis il y a toute l'hiérarchie qui signe. Et franchement, d'année en année, papa a des éloges. Alors parfois, on reconnaît quand même les traits de papa, du genre, ouais, il est très bien, mais peut-être pas très très discipliné, ou il est très bien, mais ouais, il est un peu ironique. Bon, enfin, mais c'est papa, quoi. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Et puis, quand même, officier supérieur de classe à suivre avec beaucoup d'intérêt. Et c'est signé de Juvin. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, on va passer rapidement ces photos, retrouvées dans le dossier. Hein. Donc, 33, et là, il est jeune sous-lieutenant en France. Il a passé les 5 années les plus emmerdantes de sa vie en garnison à Compiègne. Vraiment, il s'est ennuyé, au point... On a retrouvé dans son dossier militaire ses premières évaluations, signées du général de la division, qui disait il est encore très jeune, il doit être tenu en main. Sous-entendu, il n'est pas dans les clous. Et voilà, il lui arrive quelques aventures qui vont peser dans son début de carrière. Il a une natation qui est assez médiocre. Et ben, il est un peu rebelle, quoi. Heureusement, en 36, il décide d'aller chez les Goumiers. Il passe brillamment l'année de formation chez les Goumiers et il est adoubé Goumier par ses pairs. Et puis après, voilà, tout au long de sa carrière, en 45, 55, 63, c'est au Liban. 65, il revient en France. Et il est à l'école militaire, où il s'ennuie aussi un peu. Ça, je trouve, ça c'est chez moi, à la maison à Genillé. Donc, si à l'occasion, si vous voulez que je vous commande ça, il y en a pour 2 petites heures. Non, je rigole. Mais on trouve dans ce tableau un beau résumé de la carrière de papa, de ce qu'il a vraiment aimé, de ce qu'il a fait avancer. Le fanion de son goum préféré, 59e goum. L'insigne du 2e GTM, ira bien qui dira le dernier. Et puis,
toutes les médailles ou insignes des régiments par lesquels il a passé ou avec lesquels il a fait la guerre. Et je trouve que ça, Zidou El Godam, c'est aussi le slogan en arabe des Goumiers, ça veut dire en avant. Je trouve que c'est vraiment papa. Moi, j'ai jamais vu s'arrêter, j'ai jamais vu regarder en arrière, je l'ai jamais vu se plaindre. Je l'ai entendu râler quand même de temps en temps, mais quand il était tout seul, il jurait comme un charretier parce que je crois qu'il a eu mal toute sa vie, du moment où il était blessé grièvement jusqu'à la fin de sa vie, il a souffert de sa jambe. Mais ceux qui l'ont connu ne sont probablement pas rendus compte. Voilà, et donc il est à cheval parce que c'est son sport favori. Il aime bien le sport mécanique aussi. J'en parle dans la préface du bouquin. À Paris, il avait une Fiat 500 rouge qui était balafrée de tas de bouts de scotch parce que la Fiat, elle était du Chatterton qui faisait tenir la carrosserie. Et il passait vent du bas, comme il disait, dans tous les lieux les plus dangereux de Paris, la place de l'Étoile, des trucs comme ça. Il traversait Paris à cheval pour partir de l'école militaire jusqu'au bois de Boulogne. Je pense que ça doit être le dernier cavalier qui a réussi à faire ça à Paris, quoi. Alors j'en parle avec beaucoup de trémolo dans la voix parce que papa, à la fin de sa vie, a eu malheureusement des AVC et ça a un peu attaqué ses capacités de vision latérale. Et puis un beau jour, il sortait à peine de l'hôpital, il m'a dit « Xavier, je suis content de te voir, il faut absolument que j'aille conduire voiture, parce que ça fait longtemps qu'elle est immobilisée. » Je lui dis « Papa, non, prenez un taxi pour une fois. » Il dit « Non, je veux traverser la place de l'Étoile. » Et votre serviteur qui est encore là pour en parler, c'est quand même une bonne, une bonne chute de l'histoire, a traversé la place de l'Étoile dans sa Fiat 500 vent du bas. J'ai eu les jetons de ma vie. Lui, il s'en foutait. Et puis, l'autre sport mécanique qu'il aimait bien, c'était le karting. Ceux qui connaissent la Courerie, c'était la maison qu'on avait pas loin d'ici, hein, où papa a fini ses derniers jours. Il y avait à la cuisine une petite coupe qui faisait 15 cm. Je crois qu'il a été presque plus fier de cette petite coupe que de toutes les médailles qu'il avait eues de toute sa vie. Et en fait, il l'a gagnée dans un concours de karting, je crois que c'était au Liban. Florence a rappelé qu'il avait un pied, en fait, il avait un faux pied de 15 cm, je ne sais plus combien, mais énorme, quoi. Et dans un karting, vous n'avez pas beaucoup de choix. Ou vous accélérez, ou vous freinez. Et freiner, c'est vachement difficile. Je ne sais pas si vous avez fait du karting dans votre vie. C'est un sport abominable, quoi. Hein. Vous freinez, vous retournez, etc. Papa a décidé que du début à la fin, il accélérerait. Zidou El Godam, en avant. Et il est arrivé premier, et il a eu sa coupe. Je pense qu'il était super fier du truc. Et puis à la fin de sa vie, il a décidé qu'il n'en savait pas encore assez. Donc il parlait le grec, le latin, il a eu ses 2 bacs, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le berbère, au moins ça. Mais c'est moins que Maurice quand même. Hein. Maurice, c'est combien toi? Il a décidé, je sais pas, il devait avoir 110 ans, peut-être juste avant de partir en Irak ou juste après, qu'il fallait qu'il apprenne l'hébreu. Et donc il est allé au moins 2 fois en Israël. Ouais, bon, 3 ou 4 fois peut-être, mais de nombreuses fois. Et il a décidé qu'il voulait apprendre l'hébreu. Mais il a dit que c'était vraiment une langue trop difficile et qu'il n'y arriverait pas. Mais il avait déjà quasiment son libanais. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, il y a toute la famille, il y a papa, il y a Jacqueline, notre sœur aînée, il y a votre serviteur, il y a ma sœur, Florence, notre petit frère Pedro, décédé malheureusement, et ma sœur aînée, Jacqueline, et papa en grande tenue d'officier avec toutes les breloques qui pendouillent. Ça avait de la gueule. Alors, papa ne manquait pas d'humour, ça c'est en, je ne sais plus quand, ouais, donc il a le commandement de son tabord, il invite ses collègues officiers, sous-officiers, à un grand raout. Alors, je pense que c'est une coquille, c'est marqué cross-conduit, je pensais plutôt à cross-country peut-être, il traverse le pays à cheval, mais je trouve le dessin génial. Ça va très bien, papa. Alors, j'ai pas fini. Et 5 minutes. Papa en Corse, donc il guerroie, il tombe sur un petit gars, ce gars-là, Ernest Bonacoscia. Ernest Bonacoscia, il est corse, il est quasiment analphabète ou illettré.
Il parle l'italien. Et l'Italie, à l'époque, je vous rappelle, il y a 80 000 Italiens qui occupent la Corse. Et lui, il trafique déjà un peu avec la résistance corse, il transporte des armes, il transporte des messages, etc. Et puis un beau jour, donc il croise les Goumiers, il trouve ça vachement rigolo, il va voir le capitaine de Mareuil, il se présente, et il dit « Mon capitaine, si vous voulez un guide, moi je suis votre guide. L'intérêt, c'est que je parle l'italien, ils me connaissent les gars, ils me voient tout le temps grenouiller dans le coin, j'ai confiance, ils ont confiance, et je vais vous aider. » Et c'est lui qui... Alors c'est ce qu'il nous a raconté, parce qu'on l'a vu encore, c'était un moment exceptionnel. Il nous a raconté qu'il avait pris une ficelle sur la plage de Saint-Florent, qui était donc truffée de mines, une petite ficelle, et il avait pris les Goumiers les uns après les autres, qui tenaient chacun les ficelles, jusqu'au début du col. C'est ce qu'il nous a raconté. Je ne sais pas si l'histoire est vraie. Il marchait exactement, on ne sait pas, parce que s'il passait à gauche ou à droite, il sautait sur les mines. C'est ce qu'il nous a raconté. En tout cas, papa lui a dit, écoute, ton service a été génial. Maintenant, tu as 14 ans, arrête de faire la guerre, forme-toi, va à l'école. Et c'est ce qu'il a fait, il est allé à l'école. Mais il est resté dans l'armée. Et quand on l'a rencontré, il était adjudant-chef, quoi. Il a fait une belle carrière. Il n'a pas été accepté par les Goumiers, il était trop jeune, il n'a pas pu faire le débarquement en Provence. Il est entré dans les bataillons de choc, il devait être moins regardant sur l'état civil des gens, et donc il a débarqué en Corse. Et d'ailleurs en Corse, il a croisé les Goumiers, et il y a un Goumier qui lui a dit, il a parlé du capitaine de Mareuil, il y a un des Goumiers qui lui a dit, il est blessé, il est à l'hôpital à Marseille, c'est ce qu'il nous a raconté, il est allé le voir, il a vu papa sur son lit d'hôpital, la jambe recouverte d'un linge ou de son drap blanc, et il était persuadé que papa avait perdu sa jambe. Et quand on l'a vu en Corse dans les années 90, il avait encore en tête que papa avait perdu une jambe. C'était un grand moment d'émotion. Et il est décédé 1 an après qu'on l'ait vu. Il était temps. 1, 2. Allez, je passe. Trop tard. Oui, un dernier truc que je trouve vraiment extraordinaire. Ça s'appelle l'album Orphelin du capitaine. C'est un truc qu'on a découvert il y a une dizaine d'années. En 2 mots, papa, en quittant la Corse, a laissé une sacoche en cuir à une dame corse en lui disant « Écoutez, je vais débarquer en Provence, je ne vais pas rentrer bientôt probablement, je vous confie mes affaires personnelles et vous en faites ce que vous voulez, mais bon, si d'aventure un jour je reviens, j'apprendrai, mais vous en faites ce que vous voulez. » Le truc, à mon avis, a végété dans une cave ou dans un grenier pendant des années, a refait surface dans les années 90, et un beau jour, une certaine Véronique Antomarchi, corse, appelle Jacqueline, notre sœur aînée, en lui disant « Écoutez, je suis allé fouiller dans les archives militaires françaises, elle se présente, je suis corse, je suis ethnographe, spécialiste des Inuits. » Jacqueline va être... Bon, ok, c'est quoi le truc ? J'ai trouvé un truc, à mon avis, ça doit vous concerner. C'est un truc qui s'appelle album de photos du capitaine de Mareuil. Ça serait bien, je l'ai consulté, j'ai regardé, je trouve ça absolument fabuleux. J'aimerais bien vous rencontrer, j'ai cru comprendre que vous étiez une fratrie. Il faut nous réunir. Donc on a fait une bouffe ou un pot chez Max, où elle nous a présenté ce truc-là. C'est un truc extraordinaire. Je ne vous l'ai pas dit, mais les Goumiers, si je vous l'ai un peu dit, les Goumiers, de temps en temps, ils faisaient des petites razzias de ci, de là. Je pense que papa a chopé le virus, et lui aussi, de temps en temps, il piquait des trucs. Et il a fait des prisonniers allemands. J'ouvre la parenthèse, les premiers prisonniers qu'a fait papa allemand, c'était en Tunisie, et c'était 6 ou 7 prisonniers. Il a vu les mecs. Il a dit, il ne faut pas que je les montre aux Goumiers, ils sont vachement trop grands. Et donc, je pense qu'il a dû piquer ça dans la poche d'un Goumier, d'un gars de l'Africa Corse. Ça, c'est le carnet, l'agenda du soldat de l'Africa Corse. Donc, Panzer Armée Africa, le symbole, le palmier, la croix gammée, etc. Donc, papa barre le truc, et met... C'est à moi le capitaine, je suis du 50e goût, premier tabord, 2e GTM, et c'est mon album de photos. Et il met là-dedans toutes
toutes les photos qu'il a prises en Corse, alors elles n'ont pas toutes beaucoup d'intérêt, mais elles sont quand même assez étonnantes. Je vous rappelle, on est quand même pendant la guerre de 39-45, et parmi les photos, il y a des photos du paysage, etc., mais il y a les photos de ses copines. Heureusement que c'est resté en Corse, parce que je crois que maman n'aurait pas beaucoup aimé cet album. Mais on reconnaît la touche de papa. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est un peu trop croqué, mais la légende, c'est vedette américaine. Je trouve ça génial. Alors, la vedette américaine, pour qu'on soit clair, c'est le bateau qui est derrière. Bon, d'accord. Bon, et puis sa garde rapprochée, papa est là, en tenue de... Comment on dit, tenue de combat ça. Enfin, c'est vraiment les délices de Capoue, mais bon, on lui a imposé. Je pense que, franchement, il a passé du bon temps. Je pense qu'il aurait préféré être ses copains en Italie ou ailleurs, quoi. Un petit exemple de sa générosité. J'ai toujours dit, papa, il vous connaissait bien, il connaissait l'homme ou la femme que vous étiez. En général, il ne connaissait pas votre prénom. Pourquoi ? Parce qu'il avait à cœur de savoir qui vous étiez, ce que vous aviez fait, quelles étaient vos valeurs, etc. Et il a un truc, je pense qu'il écoutait parler trop les autres pour parler de lui-même. Et nous, on a encore découvert des trucs, moi je découvre encore des tas de trucs sur lui, grâce aux bouquins, etc., ou le peu d'écrits qu'il a laissé. Et ça, je trouve, ça on l'a trouvé dans sa sacoche, qu'il a laissé en Corse. C'est la liste des gens... un beau jour en Tunisie, le commandement anglais ou américain dit aux Goumiers, vous avez fait une guerre fabuleuse, vous nous faites une liste nominative des gens qui ont fait les plus belles batailles, et on va leur donner une récompense et ils seront décorés. Ça, c'était des trucs qui marchaient encore bien à l'époque. Et papa, donc, prend un bout de crayon et puis il fait la liste de tous les gars auxquels il pense. Alors, il y a bien sûr son adjoint, mais il y a aussi tous les Goumiers. Et il y en a des pages et des pages. Et c'est passé. Ils ont tous été décorés. Et papa, en rigolant, disait, en fait, je regrette deux choses. Je regrette une amèrement, c'est que tous mes autres copains patrons des Goum, ils n'ont rien eu, ils n'ont pas été quand même, mais il n'y a plus de médailles. Et l'autre problème, c'est qu'il n'avait pas mis son nom sur la liste. Mais c'est normal, c'est papa. Voilà, c'était mon hommage à tous les Goumiers. Oui, ils avaient tout, ils avaient un slogan, ils avaient des médailles, etc. Ils avaient un paradis. Je ne sais pas comment c'est le paradis des Goumiers, mais franchement, je suis sûr qu'il y a une ambiance du tonnerre. Et ce que je vous propose, peut-être, c'est que Florence et Max me rejoignent. Non ? Allez, un couplet. Ouais, Max, il joue les modestes. Papa chantait tout, les opéras, les trucs rigolos. Et il adorait chanter cette chanson. Et c'est un texte assez élevé. Xavier. Vas-y. Non, vas-y. Oui, non, vas-y. Non, on n'a plus le temps. Max s'impatiente. L'auteur de cette magnifique chanson. Voilà. Et le gars lui a dit, mais j'ai les paroles, j'ai pas l'air. Nous sommes les seuls à avoir l'air d'une chanson que papa chantait toute sa vie. Donc tous ceux qui ont approché papa connaissent cette chanson. Henri, mais qui n'est pas là de toi. Alors ça fait. Pendant que tu te saoulais ma poulette. Pendant que tu me bouffais ma galette, je t'achetais des jolis dessous, des jupons à 100 sous. Et voilà maintenant que tu te débines avec le micheton de la voisine, emportant le mobilier précieux, la table en bois et le feu. Et le refrain, on le prend tous ensemble. Ma glace, tes faux cheveux, tes chichis, tes godasses, tes souvenirs qui m'étaient si doux. Le refrain. Saoulais ma poulette, pendant que tu me bouffais la galette, je t'achetais des jolis dessous, des jupons à 100 sous. Voilà. Je crois qu'il aurait aimé ça. Non, plus maintenant. Hein. Merci beaucoup.